Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous raconte aujourd'hui l'affaire Godard. Et vous allez voir, il s'agit d'une histoire de disparition d'une famille tout entière. C'est une histoire qui est vraiment pleine de rebondissements, mais aussi d'éléments très intrigants et qui n'est pas vraiment élucidée aujourd'hui, donc on a encore beaucoup de questions. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Le 1er septembre 1999, Yves Godard, un médecin et père de famille, embarque sur un petit voilier de location à Saint-Malo avec ses deux enfants pour une durée de 5 jours pendant laquelle il compte effectuer une croisière dans la baie de Saint-Brieuc. Mais le 5 septembre, alors qu'il devait rentrer pour rendre le bateau, le loueur n'a aucune nouvelle du docteur Godard ou de ses enfants. Et pire encore, on va découvrir l'annexe du voilier, vide, en train de dériver au large des îles de Bas, dans le Finistère. Les gendarmes croient alors à un tragique accident ou à un naufrage du bateau et ils ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Mais le dossier va prendre une tournure totalement différente lorsque 3 jours plus tard, lors de la perquisition au domicile des Godard, les enquêteurs vont découvrir d'importantes traces de sang. Et ce sang, on apprend, après analyse, qu'il appartient à Marie-France Godard, la femme du médecin et mère des 2 enfants. C'est là le point de départ d'une histoire extrêmement bizarre et pleine de rebondissements, mais pour un petit peu mieux comprendre ce qui s'est passé et essayer de deviner aussi ce qui a pu arriver, je vais reprendre avec vous et vous raconter jour par jour tout ce qu'on sait depuis cette disparition. Le docteur Yves Godard, 43 ans, donnait des consultations médicales et d'acupuncture dans son cabinet à Caen jusqu'au 30 août 1999. Le 31 août, il annule tous ses rendez-vous, trie un petit peu ses papiers, les met en ordre et ensuite il prend sa journée pour emmener ses 2 enfants, Camille et Marius, aller pêcher à l'étang de Planquerie, à peine quelques kilomètres de leur domicile de Tilly-sur-Seulles, dans le Calvados. Le lendemain, donc le 1er septembre, Yves Godard quitte le domicile familial dans son véhicule avec ses 2 enfants. Au moment de partir, il croise une voisine qui lui fait un petit signe de la main et cette voisine-là, elle va avoir 2 témoignages juste après en fait qui sont un petit peu contradictoires et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est très embêtant puisque dans sa toute première déposition, elle a dit que donc elle a vu le véhicule en train de quitter le domicile avec donc Yves qui était au volant et elle pense avoir vu et les enfants et Marie-France, donc la femme de Yves à l'intérieur de la voiture. Elle dit que Marie-France lui aurait fait comme un petit coucou de la main et que elle a été un petit peu surprise parce qu'en tout cas elle a vu Yves Godard qui semblait un peu précipité, presque anxieux et qui voulait partir vite et que c'est quelque chose qui l'avait marqué. Sauf que à peine quelques heures plus tard, elle va revenir sur ce témoignage et elle va dire que finalement elle est plus très sûre d'avoir vu Marie-France à l'intérieur du véhicule et en fait elle ne peut pas affirmer qu'elle l'a vu à ce moment-là. En plus de ça, on pense vraiment qu'il s'agit d'un départ assez précipité qui n'a pas été vraiment préparé puisque généralement quand la famille s'absentait, ils confiaient leur chat à une des voisines, ils lui demandaient tout simplement de s'occuper de lui, de lui donner à manger, etc. Et là, ça n'a pas été fait, donc on dirait que soit ils sont partis dans la précipitation, soit ils ne voulaient pas que les voisins et leur entourage sachent qu'ils étaient partis. Ce même jour, donc toujours le 1er septembre, Yves Godard va louer un voilier qui s'appelle le Nic pour une durée de 5 jours au port de plaisance des Sablons à Saint-Malo. Il est alors accompagné de sa fille, Camille, de 6 ans, de son fils, Marius, de 4 ans, mais sa femme, Marie-France, elle, est absente. Le médecin explique au loueur vouloir naviguer durant ces 5 jours dans la baie de Saint-Brieuc en allant jusqu'à Perros-Guirec puis revenir. Avant de partir en mer, Yves Godard va acheter des produits ménagers à Saint-Malo, donc vraiment des nettoyants mais aussi des serpillères, qu'il va laisser dans son véhicule qui reste garé sur le parking du port de Saint-Malo.
Le 2 septembre, le Nick est aperçu par des douaniers entre le cap d'Erquy et le cap Fréhel et ces derniers vont être un petit peu interpellés par le comportement du capitaine puisque en fait ils se rendent compte que ce bateau est en train d'avancer avec son moteur allumé alors que toutes les conditions météo sont réunies et idéales pour naviguer avec la voile. Les douaniers montent donc à bord du Nick et ils vont procéder à un contrôle d'identité de Yves Godard qui leur présente ses papiers et tout est en règle. L'un des douaniers qui est monté sur le Nick ce jour-là se rappelle de 2 points qui sont peut-être très importants pour l'enquête. Premièrement, il a vu un des enfants qui était présent et profondément endormi sur une banquette. On pense que cet enfant c'était Camille, donc la petite fille de 6 ans. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il a vu une housse de planche à voile sur le sol dans laquelle il y avait quelque chose, mais on ne sait pas quoi et malheureusement, on n'a jamais su ce qu'il y avait à l'intérieur de cette housse. Par la suite, le Nick va rester stationné, je sais pas si c'est le bon terme pour un bateau, mais bref, vous me comprenez, il reste immobile pendant 2 jours dans l'anse de Bréhec. Et il y a plusieurs témoins qui vont vraiment dire avoir vu ce bateau à cet endroit-là, donc ils vont pouvoir confirmer qu'il était bien à cet endroit pendant cette période-là, et qu'ils ont également vu les enfants visiblement en train de jouer à bord du bateau sur le pont. On trouve également une commerçante qui se rappelle très bien du médecin et de ses 2 enfants et elle les a vus, elle, le 3 septembre lorsqu'ils sont venus lui acheter une gaufre. On en arrive au 5 septembre et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le jour auquel normalement Yves Godard était censé rendre le bateau à son loueur, sauf que il ne se présente pas au port de Saint-Malo et en parallèle, le même jour, c'est un chalutier qui va repérer et récupérer l'annexe du voilier qui était abandonné et à la dérive près des îles de Bas. Fait assez étrange, lorsqu'on récupère cette annexe, les rames sont bien rangées à l'intérieur et on va y retrouver simplement un imperméable dans lequel se trouvait un chéquier au nom de la SCI qui avait été fondée par Yves Godard et sa femme. Les gendarmes décident donc d'ouvrir immédiatement une enquête pour disparition inquiétante et c'est le 7 septembre, alors qu'on n'a toujours aucune nouvelle de toute la famille Godard, que les enquêteurs vont aller perquisitionner le véhicule de Yves Godard qu'il avait laissé garé sur le parking à Saint-Malo. Et là c'est un petit peu la stupeur parce que à l'intérieur de ce véhicule on va retrouver 2 choses extrêmement inquiétantes. Premièrement des traces de sang mais aussi des doses de morphine. Dès le lendemain, donc le 8 septembre 1999, les gendarmes vont se rendre au domicile familial qui se situe à Tillé-sur-Seulles près de Caen pour le perquisitionner. Dans la maison, on va découvrir d'importantes traces de sang qui sont principalement concentrées dans la chambre, notamment le matelas qui est imbibé de sang sur plusieurs centimètres. Il y a également des traces de projection de sang sur les murs, au moins 4 qui font comme des sortes d'arcs de cercle. Et puis on va aussi retrouver des traces de sang un peu moins importantes dans la salle de bain, visiblement comme si quelqu'un qui avait du sang sur les mains avait tenté de se les nettoyer rapidement dans le lavabo mais avait pas bien effacé les traces. Et puis également dans diverses autres pièces, notamment les escaliers et le salon. Ces traces de sang, elles ont vite fait été effacées par quelqu'un qui a comme essayé un petit peu de nettoyer pour que ça saute peut-être pas aux yeux directement, mais c'est pas assez bien fait pour tromper vraiment quelqu'un qui viendrait chercher le moindre indice. Donc c'est vraiment comme si quelqu'un avait voulu vite fait nettoyer à la va-vite, mais n'avait pas pu ou pas eu le temps de le faire plus en profondeur. Suite à ces découvertes, le 10 septembre 1999, une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire et Yves Godard fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, c'est-à-dire qu'il est activement recherché partout sur la planète. Le 16 septembre 1999, soit une petite semaine plus tard encore, les analyses qui ont été effectuées sur les prélèvements de sang retrouvés dans le véhicule et au domicile vont révéler qu'il s'agit du sang de Marie-France Godard, soit la femme de Yves, dont on n'a finalement plus aucun signe de vie depuis le 31 août. Les experts estiment que Marie-France Godard a dû perdre une grande quantité de sang suite à une probable blessure violente, mais il n'y a pour autant pas d'éléments qui indiquent qu'elle puisse être vraiment décédée, on ne peut pas l'affirmer en tout cas. Tout ce qu'on sait finalement c'est qu'elle a perdu beaucoup de sang, qu'elle a été blessée, mais on ne sait pas si elle est morte. Ce même jour, le 16 septembre, des plaisanciers vont retrouver en pleine mer, au large des îles d'Aurigny et de Guernesey, un gilet de sauvetage qui provient du voilier Nick.
Puis le 23 septembre, c'est le radeau de survie gonflable du voilier qui est retrouvé échoué sur une plage de la baie de Lyme et on constate que le toit de ce radeau, qui est un toit en toile, est manquant, comme s'il avait été découpé, et c'est un fait visiblement un petit peu étrange qui est accompagné également du fait que le système qui permet de gonfler ce radeau-là a été arraché. Cette découverte-là, elle est importante et surtout elle va semer la confusion pour les enquêteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que l'hypothèse la plus simple et celle qui était vraiment privilégiée à ce moment-là, c'était que Yves Godard avait assassiné sa femme et qu'il s'était ensuite enfui avec ses enfants avec le bateau et qu'il avait eu un accident et fait naufrage. Mais là, avec ces éléments-là, il y a des choses qui vont commencer à pas trop coller parce que le fabricant de ce modèle-là de canot, de radeau de sauvetage, il explique que c'est impossible que le canot ait pu rester gonflé plus de 72 heures sans la bonbonne et ce système-là qui permet de le gonfler. Donc finalement, on comprend que ça a été arraché relativement récemment, alors qu'on pensait que le naufrage était beaucoup plus ancien que ça. En plus de ça, les océanographes, donc ceux qui vont étudier les mouvements de la mer et puis des courants marins, ils vont affirmer que la répartition des différents objets qui ont été retrouvés, à savoir l'annexe, le gilet de sauvetage et ensuite le radeau, est complètement incohérente. C'est comme si quelqu'un les avait dispersés volontairement à des endroits disparates, pour qu'on ne sache pas vraiment ce qui est arrivé au bateau et à quel endroit on est censé le retrouver. Et puis pendant les 4 mois suivants, les enquêteurs ne vont plus avoir aucun indice réellement concret. Par contre, ils vont commencer à recevoir plein de témoignages qui vont leur parvenir d'un petit peu partout dans le monde. Il y a notamment 2 lettres qui sont envoyées par un mystérieux corbeau qui vont inviter les enquêteurs à aller chercher la piste d'Yves Godard sur l'île de Man au Royaume-Uni et ensuite sur l'île de Lévis en Écosse. Et sur place, on va effectivement trouver des témoins qui affirment avoir aperçu, avoir croisé Yves Godard et ses 2 enfants qui auraient notamment séjourné dans un hôtel à l'île de Man entre le 7 septembre et le 14. Et puis ensuite on va avoir tout un tas d'autres signalements, donc comme je vous le disais, à l'île de Lévis en Écosse, et puis ensuite carrément en Crète, en Afrique du Sud et même jusqu'à Miami. Sauf que tout ça ne repose sur aucun élément concret, c'est-à-dire que ça repose uniquement à chaque fois sur des témoignages. Ce sont des personnes qui pensent avoir vu Yves Godard et ses enfants, mais on ne trouve absolument rien qui puisse rendre ça un petit peu plus matériel finalement. On n'a aucune réservation d'hôtel, on n'a aucune facture dans un restaurant, on n'a aucun achat de billets de transport ou quoi, et ça repose vraiment uniquement sur des témoignages. Mais sinon les Godard sont comme des fantômes quasiment, puisqu'ils sont complètement évaporés, volatilisés. Et pendant ce temps, il y a évidemment des fouilles qui sont également faites dans le jardin des Godard, partout autour de leur maison, et puis qui vont carrément s'étendre un peu partout dans la région pour essayer de retrouver le corps de Marie-France, puisque évidemment la plupart des enquêteurs pensent quand même que Yves Godard a tué sa femme et qu'il s'est débarrassé du corps, donc ils essayent de le retrouver, mais en vain. Le 20 janvier 2000, un nouvel élément vient relancer l'enquête lorsque des chalutiers repêchent un sac en toile près de l'île de Bas. À l'intérieur de ce sac, on va trouver des vêtements, les permis de conduire ainsi que les cartes grises au nom de Yves Godard et Marie-France Godard, des chéquiers leur appartenant, le contenu du sac à main de Marie-France, une paire de jumelles et un marteau. Ces éléments-là ne font que renforcer toutes les questions qu'on se pose déjà, à savoir est-ce que Yves Godard s'est débarrassé de toutes ses affaires volontairement pour faire disparaître des preuves, ou bien est-ce que le sac a été perdu lors du naufrage du voilier, et auquel cas il faudrait qu'on retrouve l'épave normalement pas très loin de l'endroit où on a retrouvé le sac. Le 6 juin 2000, c'est l'une des plus grosses avancées dans l'enquête lorsque on va repêcher un crâne humain dans la baie de Saint-Brieuc au large d'Erquy, et les analyses ADN qui vont être effectuées vont permettre d'affirmer qu'il s'agit du crâne de Camille Godard, donc la petite fille de 6 ans. Toute cette zone qui est assez proche de l'endroit finalement où le Nick avait été contrôlé par les douaniers le 2 septembre va être passée au peigne fin par un professionnel équipé d'un sonar pour essayer de retrouver l'épave du bateau. Ça va être fait donc ça en septembre 1999, mais malheureusement, encore une fois, toutes ces recherches ne vont rien donner.
Et puis c'est aussi à partir de là que il va y avoir des événements assez bizarres puisque ponctuellement, tous les quelques mois, on va dire, on va commencer à retrouver des affaires appartenant à Yves Godard sur une plage d'une des îles des Ébyennes qui s'appelle la plage de la Chapelle. Le 11 février 2001, c'est la première découverte, on va retrouver, donc ce sont des promeneurs qui retrouvent une carte professionnelle appartenant à Yves Godard. Puis ensuite, le 22 février, c'est une carte bancaire d'Yves Godard qui refait surface. Le 24 mai, c'est une autre carte de crédit, toujours au nom d'Yves Godard qui est retrouvée. Et puis le 3 juin, encore une autre carte appartenant au médecin. Et là, les enquêteurs se disent logiquement, il a dû, en fait, à un moment donné de sa cavale, de sa fuite, s'arrêter sur cette plage et vider son portefeuille et faire tomber tous ses papiers. C'est pour ça qu'on les retrouve régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des grosses recherches sur la plage et tout passer vraiment au millimètre pour essayer d'en retrouver. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont ramener un tracteur, ils vont tout ratisser, etc. Et ils ne retrouvent absolument rien. Sauf que, quelques temps plus tard, après ces fouilles qui étaient quand même extrêmement minutieuses, le 31 juillet, des promeneurs découvrent une 5e carte qui appartient encore une fois à Yves Godard. Donc là, on se dit quand même c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui ont vraiment recherché et qui n'ont pas trouvé, et par contre des promeneurs, eux, tombent directement sur ces cartes. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange, c'est que ces cartes-là, elles sont en parfait état. Elles ont vraiment pas du tout... elles ont aucune trace d'avoir séjourné dans l'eau, ni finalement d'être restées dans la nature pendant quand même des mois et des mois. Elles sont nickel, donc c'est vraiment comme si quelqu'un venait de les balancer sur la plage. Ça donne vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient tous les quelques mois pour remettre un élément, comme si peut-être même il voulait que ces choses soient trouvées, et puis c'est fait vraiment... petit à petit, et c'est pas vraiment possible que tout ait été balancé en septembre 99 et qu'on continue à les trouver des mois, voire un an plus tard ou plus, dans un état de conservation pareil. Le 13 septembre 2006, 7 ans presque jour pour jour après la disparition de la famille, on découvre un fémur et un tibia au fond de la fosse des Gasquets. Et après analyse, on découvre et on révèle que ces os appartiennent au docteur Yves Godard. De l'expertise qui a été diligentée, qu'un ADN cellulaire extrait d'un des deux os a été identifié comme étant celui du docteur Yves Godard. On effectue à nouveau des recherches au sonar dans la zone, mais encore une fois, il est impossible de localiser l'épave du voilier. En tout cas, cette découverte va avoir pour conséquence la déclaration de la mort du docteur Godard et donc l'arrêt des poursuites à son encontre dans le cas de la disparition de sa femme Marie-France. Mais pour autant, le dossier ne va pas être refermé et il va rester sous la dénomination de meurtre intrafamilial suivi d'un suicide maquillé en naufrage ou d'un accident, ce qui en gros englobe les disparitions et probable mort de Marie-France, des enfants et d'Yves. Mais les mystères ne vont pas s'arrêter là puisque à peu près un mois après la découverte des restes, ou en tout cas d'une partie des restes du docteur Godard, les gendarmes vont recevoir une lettre anonyme selon laquelle le corps de Marie-France se trouverait dans le débarras du cimetière de Lingèvre, qui est une petite commune proche du domicile des Godard. Les gendarmes effectuent alors des fouilles à l'endroit indiqué et ils vont effectivement retrouver des ossements humains, mais après analyse, il s'avérera qu'il ne s'agissait pas de ceux de Marie-France Godard. Un petit peu plus de 2 ans plus tard, le 14 décembre 2008, une carte de mutuelle appartenant à Yves Godard apparaît encore une fois mystérieusement sur la plage de la Chapelle dans un parfait état de conservation. La question qu'on se pose encore aujourd'hui, plus de 21 ans après les faits, c'est finalement qu'est-ce qui s'est passé ? La toute première hypothèse, la plus simple et celle qui vient, j'imagine, le plus à l'esprit dès le départ, ce serait celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait que Yves Godard aurait tué sa femme et puis qu'ensuite il aurait emmené ses enfants et que soit il aurait tué ses enfants et ensuite se serait suicidé, soit il aurait peut-être essayé de s'enfuir avec les enfants et fait naufrage et serait mort de façon accidentelle.
Mais même dans cette hypothèse-là, il faut quand même essayer de se demander pourquoi est-ce que Yves Godard aurait tué Marie-France? Qu'est-ce qu'on sait finalement de ce couple et de ces deux personnes? La première chose à savoir, c'est que Yves Godard et sa femme travaillaient ensemble au cabinet puisque Marie-France était sa secrétaire, et ce qu'on sait, c'est que tous les deux étaient très très amoureux. En tout cas, lorsqu'ils se sont mis ensemble, c'était vraiment un amour très très important, puisque en fait Yves a carrément tout quitté pour se mettre avec Marie-France. Il a quitté la femme avec qui il était marié à l'époque, donc il a divorcé, et les deux enfants qu'il avait avec cette femme-là. Donc il a abandonné une première famille pour se mettre avec Marie-France et pour fonder une nouvelle famille. On pense aussi, ou on sait plus ou moins, qu'ils auraient eu une dispute le 31 août, juste avant le départ en Bretagne, mais on ne connaît pas vraiment la teneur de cette dispute et elle ne semble pas non plus avoir été si grave que ça, puisque Marie-France ne l'a pas mentionné à ses proches qu'elle a eu au téléphone ce jour-là. Par contre, ses proches, justement, ils ont confirmé que Marie-France n'aimait pas faire du bateau, elle n'aimait pas faire du voilier, donc est-ce qu'on peut éventuellement imaginer que Yves, qui avait prévu ce séjour-là, soit entré en conflit avec sa femme qui n'avait pas envie de l'accompagner? C'est possible. Après, est-ce que c'est vraiment un motif pour avoir une dispute qui dégénère au point de la tuer? Ça me semble carrément trop léger. Selon l'agenda que tenait Yves Godard, on sait que ce tour en bateau, il était prévu depuis au moins 2 semaines sans que sa femme ne soit au courant, puisque en fait il avait comme un peu trafiqué son agenda, vu que c'était sa secrétaire et que forcément du coup elle avait la possibilité d'y accéder et de voir ce qu'il y notait. Donc il avait comme rempli avec des faux trucs pour faire comme s'il était occupé ces jours-là, mais on sait que lui il avait déjà prévu d'aller faire ce tour en bateau. Donc est-ce qu'il comptait totalement lui cacher? Est-ce qu'elle l'a découvert? Ou bien est-ce qu'il voulait lui cacher jusqu'au dernier moment et finalement lui a révélé et ça ne lui a pas plu? Mais il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre avec cette organisation-là. Je le mentionne aussi, il y a apparemment quelques rumeurs selon lesquelles Marie-France Godard était un petit peu trop proche de son thérapeute et que peut-être elle avait développé des sentiments pour lui ou une relation un petit peu trop proche. Et certaines personnes se sont demandé du coup si Yves Godard aurait pu avoir une crise de jalousie par rapport à ça qui l'aurait conduit à tuer sa femme. Mais vraiment ça à ce niveau-là ce sont des rumeurs, c'est-à-dire que c'est pas avéré qu'elle avait une relation extra-conjugale avec lui. Et finalement c'est plutôt à propos de Yves qu'on en sait un petit peu plus. Il y a pas mal d'éléments sur sa vie qui sont peut-être intéressants à relever. Je ne sais pas s'ils ont leur importance dans cette histoire de disparition ou pas, mais je pense que ça vaut quand même le coup de les mentionner. Comme je vous l'ai dit, Yves Godard, il était médecin dans un cabinet de consultation, il était également acupuncteur et c'était visiblement un grand fan et un grand partisan de ce qu'on appelle les médecines parallèles. Il avait déjà travaillé en collaboration assez étroite avec une voyante, il s'était essayé à ce qu'on appelle l'astrologie médicale, il avait aussi prescrit des régimes à base de viande crue à certains de ses patients, et puis le fait le plus notable et important, c'est qu'il avait finalement lui-même concocté des espèces de traitements qu'il avait fait de son côté et qu'il avait prescrit finalement à certains de ses patients, ce qui lui a valu de se faire suspendre son activité professionnelle pendant plusieurs mois parce que c'est quelque chose qui est évidemment totalement interdit par la loi française. Et apparemment cette suspension-là, Yves Godard l'avait très très mal vécue et c'est un peu suite à ça qu'il a commencé à vouloir être un peu contre le système. En 2011, Éric Lemasson publie un livre sur l'affaire après avoir mené sa propre enquête et il va intituler ce livre « L'assassinat du docteur Godard » puisque en fait selon lui, et dans ce livre-là, il va avancer une toute nouvelle hypothèse qui serait que finalement Yves Godard et sa famille auraient été assassinés par une sorte d'organisation mafieuse qui ferait partie elle-même de la CDCA, qui est la Confédération de défense des commerçants et artisans dont Godard faisait partie, était un membre assez actif. En fait, pour essayer de vous résumer et que vous compreniez, la CDCA, c'est un syndicat qui a été un peu affilié à l'extrême droite et si vous voulez qui s'opposait complètement et qui s'oppose toujours au système de sécurité sociale. Donc c'est vraiment des personnes qui refusent de payer les cotisations qui sont ensuite, vous savez, tout le monde
normalement en France quand ils travaillent payent certaines taxes qui sont ensuite redistribuées et qui permettent de faire fonctionner la sécurité sociale pour que à peu près tout le monde puisse avoir accès à des soins. Et donc ce syndicat-là, lui, refusait de fonctionner de cette manière. Et Yves Godard, en fait, après ce qui lui est arrivé, le fait de s'être fait suspendre pendant plusieurs mois, avait complètement adhéré à ces idées-là et il avait lui-même organisé son insolvabilité, c'est-à-dire qu'il a fait plein de magouilles et de choses illégales pour gagner de l'argent, bien évidemment, avec son cabinet et tout ça, mais n'avoir absolument rien sur ses comptes en banque pour que l'État ne puisse pas lui prélever ses taxes que lui refusait de payer. C'est comme ça par exemple que Yves Godard a créé plusieurs SCI, donc des sociétés qu'il a fait mettre au nom de ses enfants. Il a fait pareil pour tous les papiers de ses véhicules et visiblement il aurait créé des comptes en banque dans certains pays qui sont des paradis fiscaux, donc complètement hors de portée du fisc français afin d'éviter de payer toutes ces taxes et de se faire prélever de l'argent. Et si on suit l'hypothèse d'Éric Lemasson, finalement, au sein même de la CDCA, il y aurait des personnes complètement pourries faisant partie d'une mafia qui aurait commencé à s'en prendre à certains de ces membres-là, qui finalement tentaient d'éviter un certain système et de se faire prendre leur argent par l'État français, et qui se seraient fait prendre par d'autres personnes encore plus mal intentionnées qui les auraient ciblés pour les assassiner et s'approprier l'argent qu'elles avaient placé à l'étranger. Il est vrai que plusieurs membres du CDCA ont eu des morts assez étranges, voire même suspectes, que Lemasson considère comme être des meurtres. Il y a par exemple le cas de Philippe Varnier qui s'occupait d'établir des contrats entre la CDCA et puis les artisans et les commerçants. Lui, il est mort le 9 septembre 2000 dans un accident d'avion, un petit avion que lui-même pilotait, car sa jauge d'essence était déréglée, donc je pense qu'en fait elle lui indiquait qu'il avait encore beaucoup d'essence alors qu'en fait elle était complètement vide et il s'est craché comme ça. Il y a aussi le cas de Christian Pousset qui a été le président et qui était le président de la CDCAE, qui est un autre syndicat mais très très proche de la CDCA puisque c'est un petit peu la même chose mais en fait à l'échelle européenne. Et lui, il était le président à ce moment-là de la CDCAE lorsqu'il a été assassiné le 29 janvier 2001 par deux hommes cagoulés et c'est une affaire qui est encore aujourd'hui irrésolue aussi. Et bref, dans son livre, Lemasson, il a établi un lien entre ces morts-là et puis la disparition de la famille Godard et il a expliqué ça avec, comme je vous le disais, un espèce de réseau mafieux qui se serait infiltré dans la CDCA et qui aurait ciblé certaines personnes pour les assassiner, les tuer et s'approprier leur argent. Et bon, en fait, le truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que quand même l'explication de Lemasson, je dis pas qu'elle se tient pas, mais elle est un petit peu particulière puisque pour lui, il y aurait deux affaires en une. Dans l'affaire Godard, il y aurait d'abord eu un meurtre, le meurtre de Marie-France qui serait effectivement un assassinat commis par Yves Godard. Pour lui, il le considère comme finalement un crime passionnel, j'aime pas trop ce terme, mais bref. Et ensuite, Yves Godard aurait tenté de prendre la fuite avec ses enfants par le bateau pour aller finalement rejoindre les différents endroits où il avait créé des comptes dans des paradis fiscaux, dans des trucs un peu offshore, notamment sur l'île de Man et sur l'île de Lévis, et c'est pour ça qu'il aurait été effectivement aperçu par des témoins. C'est parce qu'il se serait rendu dans ces endroits pour reprendre son argent afin de financer sa fuite finalement, qu'il aurait donc fait ce parcours-là, et qu'en cours de route, il aurait été assassiné par les membres de cette mafia. Donc voilà, c'est une version des faits qui est intéressante. Après, il faut vraiment savoir que officiellement, la justice française n'a pas accrédité cette thèse-là, faute de preuves matérielles, puisque finalement, ce que a raconté et a présenté Éric Lemasson dans son livre, c'est vraiment des suppositions qui certes tiennent debout, mais on n'a pas visiblement d'éléments concrets pour aller dans ce sens. Le 14 septembre 2012, le dossier a été officiellement refermé et un non-lieu a été prononcé. Le parquet a alors déclaré « La seule hypothèse que l'on peut exclure est que la disparition de la famille s'explique par un simple accident en mer et que, même si c'est la piste la plus probable, on ne peut affirmer formellement qu'Yves Godard est l'auteur de l'homicide. C'est donc un non-lieu, faute de charge. » Depuis décembre 2015, une déclaration d'absence a été faite pour Marie-France Godard et pour Marius.
ce qui permet de les considérer comme décédés par la justice, soit près de finalement 16 ans après les faits, sachant que pour Camille et pour Yves c'était un petit peu différent puisque comme on a retrouvé leurs ossements, les déclarations de décès ont été faites à ces moments-là. Voilà donc où on en est, un peu plus de 21 ans après les faits. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et on n'est pas à l'abri d'obtenir certaines réponses si jamais il y a des nouveaux éléments qui apparaissaient dans ce dossier et dans cette enquête. Parmi toutes les questions que je me pose, évidemment, il y a est-ce que le meurtre de Marie-France était quelque chose de prémédité? Quel était le mobile de ce meurtre-là? Que comptait faire Yves Godard quand il a quitté Saint-Malo à bord du Nick? Est-ce qu'il voulait s'enfuir ou est-ce qu'il avait prévu de tuer ses enfants et de se donner la mort? Qu'est-ce qui leur est finalement arrivé? Parce que est-ce qu'ils ont eu un accident? Est-ce qu'ils ont été assassinés? Est-ce que c'est Yves Godard qui a tué tout le monde et qui s'est donné la mort? On ne sait toujours pas et on n'a pas retrouvé suffisamment de preuves ou d'indices qui permettent de pencher plus pour une théorie que pour une autre. Où sont passés les corps de Marie-France et de Marius? Parce que même si on est à peu près certain aujourd'hui qu'ils sont décédés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et puis la dernière question, qui est peut-être moins importante mais quand même que je trouve assez obsédante, c'est qui est la personne qui disperse les affaires de Yves Godard sur la plage de la Chapelle depuis tout ce temps? Parce que pour moi c'est presque obligé en fait qu'il y ait quelqu'un qui se rende sur cette plage et qui dépose les affaires de Yves, toutes ces cartes et tout ça qu'on retrouve dans des états de conservation parfaits. Ça me semble impossible qu'elles sortent de nulle part, elles sont pas enterrées sous le sable puis elles remontent d'un seul coup. Donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui fait ça, mais pourquoi? Et qui est cette personne? Et si on arrivait à mettre le doigt dessus, je pense que déjà on comprendrait peut-être mieux cette affaire. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup d'éléments que je trouve hyper mystérieux et c'est une affaire que j'avais très envie de vous faire découvrir tout simplement parce que elle laisse place à beaucoup d'imagination, je trouve. Est-ce que le mystère va être résolu un jour? Ça je ne sais pas, je l'espère de tout cœur en tout cas parce que c'est vraiment une affaire sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez une hypothèse en particulier. Moi je vous avoue que de ce qu'on en sait, je pencherais plutôt quand même pour la théorie selon laquelle Yves Godard aurait tué sa femme et qu'ensuite il aurait tué ses enfants et peut-être s'est donné la mort ou alors peut-être voulait s'enfuir. Moi en fait si vous voulez cette histoire là elle me fait un petit peu penser, je trouve qu'il y a des petits points de correspondance avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et puis aussi l'affaire Jean-Claude Roman, c'est-à-dire des hommes quand même relativement fiers avec des statuts sociaux soit réels soit fictifs assez importants et qui se retrouvent finalement confrontés à des difficultés financières. Et du coup, peut-être que plutôt que de faire face à ces choses-là, préfèrent tuer toute leur famille et tenter de se suicider, ou en tout cas le faire croire. Et voilà, j'ai un peu l'impression qu'on est sur le même genre d'histoire et souvent en fait moi dans tous ces cas-là je pense vraiment que ce sont des hommes qui ont voulu faire table rase, donc vraiment supprimer toute leur famille et eux essayer de se sauver. Alors est-ce que Yves Godard a voulu faire ça et ensuite finalement il a eu peut-être des remords ou peut-être qu'il était tellement troublé qu'il a fait une erreur et qu'il a fait naufrage? Enfin voilà. Moi c'est comme ça que je me représente l'histoire dans ma tête, même si j'arrive pas à avoir une version extrêmement claire de ce qui a pu se passer. J'imagine un petit peu un scénario dans ce genre-là, mais je suis pas complètement fermée à d'autres hypothèses non plus, donc je suis assez impatiente de connaître quel est votre avis sur cette affaire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous imaginez à propos de tout ça. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Je voulais juste vous dire que je pense que cette histoire sera la dernière de 2020 pour la chaîne et que on recommencera début janvier du coup à parler d'affaires criminelles. Je posterai peut-être une vidéo entre Noël et Nouvel An, mais j'avais pas envie de faire une histoire criminelle ou quelque chose de dur en fait pour terminer cette année qui a été, je sais pas pour vous, mais je pense quand même qu'on est nombreux à dire
que c'était vraiment une année de merde et j'ai pas envie de reparler d'un truc négatif. Même à la base je m'étais dit pourquoi pas une histoire criminelle qui se termine bien, mais en fait je crois que je vais préférer parler de ça dès 2021. Et du coup ce que je vais faire, je pense, c'est vous proposer une petite FAQ parce que vous êtes quand même très nombreux à me poser plein de questions, que ce soit dans les commentaires sous mes vidéos ou sur mes réseaux sociaux. Donc c'est le moment pour moi de me poser peut-être et éventuellement, je me disais, faire un peu un bilan de cette année 2020 avec vous et puis aussi parler des futurs projets pour 2021. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que je vais faire, je vais ouvrir une boîte à questions sur Instagram, peut-être sur Twitter aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux et puis à me suivre, ça devrait arriver dans les prochains jours, vous verrez, je vous poserai la question. Et vous pourrez en fait me demander tout ce que vous voulez à propos de la chaîne, à propos de moi, à propos de trucs qui ont rien à voir, plus personnels, ou au contraire, si vous avez des suggestions, enfin je prendrai tout et puis je vous tournerai une vidéo, voilà, comme ça, entre Noël et Nouvel An, histoire qu'on papote un petit peu ensemble pour terminer cette année sur quelque chose d'un petit peu plus positif, et je crois qu'on en a tous besoin. Je vais vous souhaiter du coup un joyeux Noël. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, honnêtement. Je sais pas ce que vous allez faire pour Noël. Moi ça va être un petit peu particulier, ça va être la première fois de toute ma vie en fait que je vais passer Noël loin de ma famille parce que c'est trop compliqué actuellement pour moi de me rendre auprès d'eux, et puis voilà, donc du coup on fera ça plus tard. Je vais pas être toute seule heureusement puisque je serai quand même dans la famille de mon copain, mais ça va me faire quand même un peu tout drôle. Je pense que voilà, cette fin d'année elle va être compliquée pour tout le monde. Que vous soyez avec vos proches, que vous fassiez le choix de rester seul ou que vous soyez obligé d'être seul parce que c'est pas un choix et que la vie vous amène à ça, sachez que vraiment je vous souhaite tout le meilleur à la fois pour Noël, pour la nouvelle année. Allez, je pense qu'il est temps que j'arrête cette conclusion à rallonge qui ne mène pas à grand chose. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, et puis en attendant, eh bien n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Et vous pensiez quand même pas que vous alliez partir comme ça, sans dire au revoir à Mademoiselle Kirjava? Bah oui, ça se fait pas. Dites au revoir à Mademoiselle Kirjava, dites bonne année, dites joyeux Noël à Mademoiselle Kiki. J'attends. Ah, merci.